Hérodote nous explique également, parmi les très rares informations qu'il donne sur la partie occidentale de l'Afrique du Nord, de la Libye, un tout petit peu des relations que les Carthaginois ont avec les Libyques au-delà des colonnes d'Hercule, selon ce que les Carthaginois lui racontent au 5e siècle. Lorsque les Carthaginois arrivent chez ces peuplades, ils déchargent leurs marchandises, les rangent le long du rivage, puis remontent à bord et allument des feux. Lorsque les indigènes voient la fumée, ils viennent sur le bord de la mer, placent de l'or vis-à-vis des marchandises, puis s'éloignent. Les Carthaginois débarquent alors et vont se rendre compte. Si l'or leur semble égal au prix des marchandises, ils le prennent et s'en vont. Sinon, ils remontent à bord et attendent. Alors, les indigènes reviennent, ajoutent de l'or et celui qu'ils ont mis jusqu'à ce qu'il soit accordé. Et donc on a une relation entre des marchandises manufacturées complexes, importées du commerce et de l'industrie méditerranéenne, nord-africaine, enfin de la Tunisie, de la péninsule africaine à proprement parler, on reviendra sur cette expression, de la Tunisie actuelle, également du Moyen-Orient, contre des matières premières, et en l'occurrence, assez primitivement, de l'or. Alors, bien sûr, les Carthaginois ne se contentent pas d'acheter de l'or en Afrique du Nord, ils vont aussi acheter du cuivre en Espagne et au-delà, la route de l'étain qui les conduit en Espagne du Nord et jusque probablement aux îles britanniques. Donc le cuivre, l'étain, l'or sont vraiment les éléments essentiels de l'industrie métallurgique de la fin de l'âge du bronze et même encore de tout le début de l'âge du fer. Alors le périple du pseudo-Scylax ou de Scylax continue au-delà du promontoire d'Hermès, le fleuve d'Adonis, donc peut-être la région d'Asila, qui va se jeter dans le Grand Lac. On trouve ensuite le grand fleuve Lixos sur les bords duquel est une ville phénicienne du même nom et en face d'elle, sur le bord opposé, une autre ville avec un port. Donc on a une colonie, le comptoir phénicien, qui d'après la mythologie tyrienne, phénicienne, carthaginoise, remonterait au XIIe siècle avant notre ère, ce qui est peu probable, mais... Et puis on a une ville indigène en vis-à-vis, qui est probablement sur le promontoire en fait. De l'autre côté, nous dit-on, du fleuve qu'on voit ici, donc le fleuve qui s'appelle aujourd'hui Loukos, qui a gardé donc son nom historique, le fleuve Loukos, et donc on a l'Ixos au nord et la ville actuelle de l'Arèche au sud. Et il est probable que la ville indigène de l'époque se trouvait peu ou prou à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville de l'Arèche. Et puis donc une représentation du fleuve Sébou, donc avec une naora. Le fleuve, après le fleuve Lixos, nous dit Scylax, vient, ou le pseudo-Scylax, vient le Krabis, donc probablement le Sébou, sur lequel est Tumiateria, qui ressemble quand même curieusement à la colonie romaine de Tamousida, ville phénicienne avec un port. Donc un autre port, au fleuve suivant, le Sébou. Et là on arrive un peu au bout du monde connu, compréhensible du pseudo-Scylax. Cette manière d'échanger entre populations qui se méconnaissent et s'ignorent, ou entre populations qui ont des systèmes socioculturels de développement industriel, économique asymétriques, ou trop différents pour entrer en contact directement, se retrouve dans d'autres cas. Je pense en particulier au récit que fait Bernal Díaz del Castillo, qui, lors des premières expéditions, juste avant d'être dans celle d'Hernán Cortés, a témoigné d'un échange commercial le long de la côte de Yucatan entre des populations qui ne communiquaient que par échange en fait de matériaux, et pour la même raison, l'échange procédait essentiellement de produits manufacturés contre de l'or. Alors ce que Bernal Díaz del Castillo raconte, les Mayas du Yucatan les ont arnaqués puisqu'ils leur ont en fait vendu du laiton, du cuivre jaune, et qu'ils se sont aperçus lorsque, au beau milieu de la mer, le laiton a commencé à rouiller. Parce que dans cet environnement-là, on rejoint donc ce que disait Pindare sur Hercule, qui terrasse Anté, le met dans sa tombe, pas très loin d'Asila, justement, à Msora, et puis donc crée ce temple à Neptune avec les crânes de ses hôtes. Et donc il y a effectivement un culte de Poséidon, et ici une très très belle représentation de mosaïque, l'une des plus fameuses du musée du Bardo de Tunis. Mais effectivement, le pseudo-Scylax nous dit qu'au sud, en réalité, du Sébou, du Krabis, de Tamousida, en sortant de cette dernière ville, vous découvrez le promontoire de Soloéis. Alors Soloéis, ça ressemble beaucoup à Salah en arabe, et donc la colonie romaine, ou la cité d'époque romaine, s'appelait également Salah, Salé en français, qui vient probablement du mot sémitique, punique, de Solo, qui veut dire le rocher. Donc c'est tentant. En même temps, la description semble représenter vraiment un promontoire dans l'Atlantique, ce que n'est pas exactement Rabat. Certes, c'est très élevé, le site de Rabat est très élevé par rapport à la mer, mais il ne s'enfonce pas dans la mer comme, en revanche, le Mazagan, la ville d'El Jadida moderne, où se trouve aujourd'hui le Ribat de Tite,
C'est un lieu sacré au Moyen-Âge, et c'est toujours un lieu donc sacré après l'épisode du ribat de Tite médiéval. Il pourrait y avoir un lien entre ce grand temple de Poséidon et qu'on nous parle donc d'un culte spécifique où les différents peuples convergent pour communier dans ce grand temple de Poséidon, donc un culte à l'océan, au dieu de l'océan. En haut du promontoire est un grand hôtel consacré à la douleur et à Poséidon. Sur cet hôtel que l'on dit construit avec beaucoup d'art. Et puis une autre divinité à la fois naturelle et qui s'est intégrée dans l'imaginaire gréco-romain, c'est bien sûr le dieu Atlas, qui porte le monde. Et Atlas, qui n'est autre que la montagne sacrée du Toubkal, qui est simplement la tête du massif de l'Atlas, le sommet du massif de l'Atlas, qui se trouve entre Marrakech et Ouarzazate aujourd'hui. L'Atlas, nous dit Hérodote, toujours au 5e siècle, paraît-il si élevé qu'on ne peut pas en voir le sommet. Comme on voit sur la photo, ce n'est pas exactement le cas, mais il faut comprendre que ces photos sont prises de très haute altitude. En réalité, c'est vrai, on ne voit pas le sommet de l'Atlas depuis que ce soit la plaine du Haus de Marrakech ou du bassin du Odra, où se trouve Ouarzazate au sud. Les indigènes prétendent que ce mont est une colonne du ciel, donc il y a bien une dynamique spirituelle locale qui attache une forte sacralité à cette divinité montagneuse. Ces hommes tirent leur nom de cette montagne, on les appelle en effet les Atlantes. On raconte qu'ils ne mangent pas, qu'ils n'ont pas de songe. On est évidemment dans les confins du monde, et donc les peuples sont merveilleux. Virgile, beaucoup plus tard, à l'époque romaine, à l'époque augustéenne, nous raconte dans l'Énéide, près des limites de l'océan, là où se couche le soleil, il est un lieu aux confins de l'Éthiopie où le géant Atlas fait tourner sur ses épaules l'axe semé d'étoiles de feu. Pomponius Mela, toujours donc à l'époque romaine, au milieu des sables s'élève l'Atlas, montagne massive, escarpée, inaccessible et s'amoindrissant à mesure qu'elle s'élève, et telle est sa hauteur que sa cime se dérobe au regard et se perd dans les nues, ce qui a fait dire non seulement que l'Atlas touchait aux astres, mais même qu'il portait le ciel, et donc Pomponius Mela explique le mythe gréco-romain d'Atlas à partir de la réalité naturelle et physique de la montagne de l'Atlas. Virgile qui est aussi dans une maison africaine, donc africaine au centre de la Tunisie, du IIIe siècle de notre ère. Virgile, entre ces deux muses, il distingue le sommet et les flancs escarpés de l'abrupte Atlas qui, sur le sommet de sa tête, soutient le ciel. De l'Atlas, à la cime plantée des pins, ceinte éternellement de sombres nuages, battus par les vents et les orages, une neige épaisse lui couvre les épaules, des torrents dévalent du menton du vieux à la barbe raide et hérissée de glace. Donc c'est une montagne qui est personnifiée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce culte du dieu montagne semble subsister aujourd'hui à travers une religiosité berbère locale, païenne, superficiellement islamisée, avec donc le sanctuaire de Sidi Shamharouch, qui est connu comme étant le roi des djinns, le roi donc des esprits dans son acception coranique. Ce roi des esprits est évidemment une forme de divinité tutélaire suprême, et il se trouve que le sanctuaire de Sidi Shamharouch, le cénotaphe, le lieu sacré où le djinn prend son repos et où il communique avec les visiteurs, eh bien ce Sidi Shamharouch se trouve exactement au camp de base qui permet l'ascension du Toubkal. Donc vraiment au dernier endroit encore habitable et cultivable avant la toundra de la haute montagne. Alors revenons à Pseudo Skylax, qui nous parle donc du fleuve qui coule sur le promontoire Soloïs. Alors ça pourrait très bien être le fleuve Bouregreg, le fleuve Salah, mais ça peut être également, donc si on suppose que ce promontoire Soloïs, ce promontoire du temple de Poséidon, ça pourrait être donc le fleuve Oumarbia, qui se jette effectivement entre Zemmour et Mazagan. Le fleuve Xion, donc, Oumarbia, mais ça peut même être le Tensift, qui se jette un peu plus au sud dans la région de Safi, et dont les bords sont habités par une tribu d'Éthiopiens appelés sacrés. Alors on ne sait pas à partir de quand justement commencent ces Éthiopiens. Est-ce que c'est déjà à Rabat? Est-ce que c'est plus loin autour d'El Jadida, Mazagan? Est-ce que c'est encore plus loin autour de Safi et des Sawira? Toujours est-il que toute la population considérée comme indigène au sud de l'Atlas et dans les oasis, particulièrement, pas dans les montagnes, dans les oasis de vallées, ceux qui sont considérés comme étant les indigènes sont très majoritairement noirs et appelés du terme générique de Drawa, en lien avec le fleuve Dra. Et il se trouve que ce terme existe déjà dans Pline, qui parle des Éthiopiens d'Aratit. Et si on en croit donc les sources les plus anciennes, Hérodote, Hanon, Skylax, les Éthiopiens remontaient beaucoup plus au nord. C'est ce que j'ai tenté de représenter dans les cartes. Alors on va voir que les Éthiopiens sont mêlés donc au concept de troglodytes, donc d'habitants des montagnes de l'Atlas probablement, mais pas seulement, qu'il y a vraiment un lien avec cette culture des caves et des cavernes et des grottes, et qu'il se trouve que c'est une étymologie qui correspondrait bien au terme Mauras, qui a donné Maurusien et à terme les Maures et la Mauritanie.
Le périple de Hanon, donc Hanna en punique, Hanon en grec, un texte qui est conservé donc, dans une copie du 9e siècle, que vous voyez ici. Il raconte très peu de choses, et il a été surinterprété très largement, et c'est ce qu'on voit sur cette carte à droite qui date de la Renaissance, où, à peine découverte l'Afrique, on imagine que Hanon avait lui-même été jusque dans le golfe de Guinée, ce qui est évidemment très très fantaisiste. Il est probable en réalité que cette interprétation soit liée au fait que justement on ait voulu voir des Éthiopiens comme étant des populations d'Afrique noire actuelle. En réalité, il s'agit de populations qui vivaient sur la côte marocaine. Et on nous le dit dès l'Ixus. Parti de là, nous arrivâmes au grand fleuve, le Lixus, qui coule de la Libye. Sur les bords des nomades, les Lixites faisaient paître leurs troupeaux. Nous restâmes assez longtemps avec eux pour devenir amis. Au-dessus d'eux se trouvaient les Éthiopiens inhospitaliers, donc au-dessus, est-ce que ça veut dire à l'intérieur des terres, ou plus au sud, ou les deux en même temps. Leur pays est infesté de bestes sauvages, isolé par de grandes montagnes, donc probablement l'Atlas et le Moyen Atlas. Il paraît qu'autour de ces montagnes habitent des hommes appelés troglodytes, donc il y a une distinction entre les troglodytes, les habitants des cavernes, et les Éthiopiens. Donc Hanon ne dit pas grand-chose. Hein. Il nous parle évidemment des îles de Kerney, dont certains ont voulu voir le banc d'Arguin en Mauritanie, etc. Alors qu'il est beaucoup plus probable que Kerney corresponde tout simplement à Mogador et Saouira. Hein. C'est ces îles où ensuite donc, les Phéniciens, les Puniques, puis les Romains vont venir échanger, notamment le murex pour la pourpre. Le pseudo-skylax nous dit près de la île de Kerney, donc près de là où nous étions, à Mazagan ou à Safi, probablement pas Rabat du coup. Ceux avec lesquels les Phéniciens trafiquent sont les Éthiopiens. Donc les Phéniciens viennent faire du commerce avec ces Éthiopiens, dès qu'ils passent le peuple lixite, dès qu'ils passent la région de Rabat ou de Mazagan. Ces derniers leur vendent des peaux de cerfs et de lions, des pierres précieuses, des peaux et des dents d'éléphants et des troupeaux de bêtes domestiques. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'on sait très bien que jusqu'à la fin de l'époque romaine, on a des éléphants qui paissent dans les plaines même du bassin du Sébou dans le nord de la Tingitane. Ce qui donne à peu près cette carte-là. Donc les populations libyques en bleu, l'Akora phénicienne, donc la zone punicisée, sémitisée, ou en tout cas sous le contrôle des Carthaginois, en rouge, la limite agriculteurs nomades du côté oriental, du côté de la Tunisie et de l'Algérie, et à l'ouest donc cette problématique éthiopienne. Et puis peut-être justement cette hybridation entre les Éthiopiens et les Libyques, lixites, qui peut-être est à l'origine de la population maurusienne et sa spécificité par rapport aux autres peuples libyques qui seront appelés les Numides. Alors, le pseudo-skylax donne encore des détails sur les Éthiopiens. Et je vous ai mis une représentation justement d'une femme de la communauté Drawa, des Drawiya, de la région donc du fleuve Dra dans le sud, dans les oasis du sud. Les plus riches ameublements de ces Éthiopiens consistent dans de vases ciselés et dans des bouteilles d'ivoire. Les femmes ont pour ornement des bracelets d'ivoire. Ils emploient aussi cette parure pour décorer leurs cheveux. Ces peuples sont de tous ceux que nous connaissions les plus grands, car ils ont plus de 4 coudées de haut, quelques-uns même ont jusqu'à 5 coudées, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ils portent la barbe et les cheveux longs. Ce sont les plus beaux hommes de la terre. Celui qui parmi eux a la plus belle taille devient leur chef. Ils sont d'excellents cavaliers et archers très adroits. Ils décochent leurs flèches durcies au feu avec une dextérité merveilleuse. Les négociants phéniciens portent aussi à ces peuples de longs gants d'Égypte, des béliers châtrés, des tuiles attiques et des vases. C'est pendant les fêtes de la nation que se fait ce commerce de vaisselle, donc les Phéniciens apportent des produits manufacturés de l'industrie méditerranéenne et en échange, ils récupèrent des matières premières, comme on voit ici, du bétail, du matériel d'ivoire, qui va s'ajouter probablement au reste du commerce de l'or déjà énoncé. L'émergence de l'alphabet, peut-être sur inspiration de l'alphabet punique, se développe dans le monde de l'Afrique du Nord en deux variantes très distinctes. Le libyque oriental, qui est caractéristique de l'est de l'Algérie, de la Tunisie et du nord-ouest de la Libye, donc les territoires que connaissaient mieux les Phéniciens et Hérodote, et le libyque oriental, le territoire que décrit Skylax. Le libyque occidental, le territoire que décrit Skylax, qui semble correspondre en fait au territoire où vivaient les Éthiopiens, mais pas seulement. On le trouve également dans l'ouest de l'Algérie, dans le nord du Maroc, donc c'est probablement aussi un alphabet, une écriture qui était utilisée par des populations qu'on pourrait caractériser comme libyques. Or, il se trouve que cet alphabet, on peut le lire, même si un certain nombre de caractères sont ajoutés par rapport au libyque oriental, mais qu'on ne comprend pas la langue. Donc, le libyque oriental, c'est vraiment du berbère, on le comprend. Le libyque occidental, ça reste mystérieux et indéchiffré. Alors même qu'on comprend les caractères, c'est un peu comme l'étrusque, on lit bien les lettres qui sont comme les lettres latines, simplement on ne comprend pas la langue. Donc ces vestiges de libyque occidental sont souvent associés donc dans tous ces territoires de l'Ouest, ça va évidemment jusqu'aux Canaries où il y a énormément de libyque occidental. Les Canaries ont été peuplées de populations libyques ou mélangées de libyques et d'éthiopiens aussi pendant cette période antique. Sans qu'on ait vraiment de traces historiques, les contacts cessent à l'époque romaine, ils sont inexistants à l'époque islamique,
puisque les musulmans ne connaissent pas les Canariens. Quand ils en parlent, c'est vraiment de manière très très occasionnelle. Les Romains en parlent de manière très vague, alors qu'il y a eu des contacts évidents à l'époque pré-romaine, à l'époque libyque, à l'époque peut-être encore maurusienne, puisqu'ils utilisent le même système alphabétique, le libyque occidental. Des représentations du sud du Maroc actuel, hein, où on a justement du libyque occidental, un petit peu partout, associé avec des gravures rupestres, ici des cavaliers avec boucliers et lances, la vallée du Dra, à Foumchenna. Et donc ici des représentations à Aït-Ouazir. Aït-Ouazir, c'est de l'autre côté de la vallée du Dra, à 70 km environ du fleuve. Et là on est dans un territoire absolument magnifique, mais où il n'y a pas par contre d'inscription en libyque occidental. Le pseudo-skylax continue. Les Éthiopiens sont carnivores et emploient le lait pour leur boisson. Cependant, ils ont l'usage du vin qu'ils tirent en abondance des vignes qu'ils cultivent. Ils ont une grande ville où les Phéniciens vont porter leurs marchandises. Je ne sais pas de quelle ville il s'agit évidemment, elle n'a pas été découverte. Quelques-uns prétendent que les Éthiopiens habitent un vaste territoire qui confine par l'intérieur des terres à l'Égypte, et de l'autre à la mer. Ils assurent que la Libye n'est autre chose qu'une presqu'île. Et donc là, évidemment, on pense à cet espace des Éthiopiens qui s'étendrait justement jusqu'à la Libye intérieure, peut-être même jusqu'à l'Égypte. Et donc évidemment, il évoque probablement les contacts avec des populations à la peau sombre, à la peau noire, de l'Afrique subsaharienne actuelle. Et Hérodote, donc un peu avant le pseudo-skylax, déjà parlait des Éthiopiens, mais un mot très allusif, en nous parlant des Garamantes. Et on va revenir sur les Garamantes, dont on a déjà parlé dans le premier épisode, un peu comme le lien avec leurs chars du désert entre l'Égypte et l'Afrique du Nord actuelle, et éventuellement justement le pays des Atarantes, et le pays des Éthiopiens. Les Garamantes, nation fort nombreuse, font la chasse aux troglodytes éthiopiens, donc les gens des cavernes, associés aux Éthiopiens, identifiés aux Éthiopiens, mélangés, on ne sait pas. Ils se servent pour cela de chars à 4 chevaux. Les troglodytes sont en effet les plus légers à la course de tous les peuples que nous ayons jamais ouï parler. Donc en fait, le but était surtout de parler des troglodytes, mais il y a un contact entre les Garamantes, donc développés et très civilisés. Raram, c'est la ville en berbère, de la région de la Fazanie, du Fazan, de la Libye désertique, de ces oasis de la Libye, donc très très éloignées, et elles sont soi-disant en contact avec ces Éthiopiens du Maroc actuel, de la Libye occidentale ou du monde libyque occidental, la ville de Rarama. Donc ici on a les fouilles antiques à gauche et d'autres ruines à droite de la cité antique de Rarama, qui se développe probablement au début de la période de la 22e dynastie en Égypte en réalité, et surtout à l'époque d'Hérodote. Elle culmine probablement à l'époque donc des guerres puniques et ensuite décline progressivement jusqu'à ce qu'elle soit intégrée dans l'Empire romain au 1er siècle avant notre ère, 1er siècle de notre ère. Ici, donc les oasis parmi les plus splendides de Libye, donc dans la région du Fezzan, non loin de Rarama. Les Garamantes sont ici, dans ces oasis de la Libye centrale. Et on nous dit qu'elles sont en contact avec les Atarantes, et Ataram, ça veut dire l'Occident, tout simplement. Donc on parle des oasis et des déserts d'Occident. Et donc on peut penser évidemment aux oasis du Mzab, aux oasis de la Saoura, qui continue le fleuve Gir, aux oasis du Gourara. Et au-delà donc aux Éthiopiens. Donc c'est vraiment la logique géographique. Donc une oasis de la Garamantide, encore une fois, de Fazani, c'est de ces oasis magnifiques, ces lacs au milieu du désert. Une représentation d'un Garamantien exécuté par les lions dans l'amphithéâtre. Les pyramides de Rarama, dont on a déjà un petit peu parlé dans l'épisode 1, notamment par leur contact culturel probable avec la 22e dynastie, encore une fois. Ce monde des Atarantes, l'Ataram, l'Occident en berbère, est-ce que c'est le Mzab ou le Gourara qu'on représente ici? Donc ces oasis du désert algérien actuel. Voici donc une oasis de la région du Mzab, près de Rardaya, la région de l'Ataram probablement. La région de Gourara, donc les oasis qui sont entre le Gir et la Saoura. Et là, on se rapproche progressivement du Maroc, donc on est probablement déjà en contact avec le monde des Éthiopiens occidentaux, du Libyque occidental. On va parler un petit peu donc de cet alphabet libyque, on ne va pas revenir longuement sur ce système. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo qui parle de la conférence sur les systèmes d'écriture. Simplement, il est probable que le libyque soit inspiré, s'il n'est pas réellement généalogiquement ou génétiquement dérivé du phénicien, même si le terme punique, phénicien, pnirk, se retrouve à l'intérieur du terme berbère tifinar qui était utilisé par les populations qui utilisaient encore cette graphie à l'époque moderne et contemporaine, notamment dans le désert du Sahara, notamment les Touaregs. Donc on remploie aujourd'hui ce terme tifinar pour désigner le libyque moderne ou le néo-libyque, et le libyque antique, donc
libique orientale en Tunisie, en Libye, en Algérie orientale, libique occidentale en Algérie occidentale, au Maroc et dans le désert occidental et jusqu'aux Canaries. Je vous mets ici une table de comparaison entre le punique et le tifinagh ou le libique, où on voit que les liens sont loin d'être systématiques, même si l'inspiration est évidemment présente et il est probable que les libiques ont développé leur alphabet au contact des puniques. Et on en retrouve donc un petit peu partout dans le Sahara, notamment ici, sur ou à côté, peut-être plus tardivement, que ces représentations de girafes, de chasse aux girafes, qu'on a dans certaines zones du Tassil Najer et de différents autres massifs montagneux du Sahara central.